matin, eh bien Vladimir Poutine a réussi. On coupe l'électricité, on coupe l'eau, on crée des couloirs humanitaires. La fameuse négociation d'hier, en fait, c'est une manœuvre militaire. Hein. On crée des couloirs d'évacuation humanitaire, la population sort, on place les forces comme on peut le prendre, et ensuite on saisit les... Donc, on n'arrivera pas en fait à compenser totalement, même si on fait une diversification. Ça veut dire qu'il va falloir probablement avoir recours au charbon. On n'arrivera pas à relancer certaines centrales qui étaient en train d'être arrêtées. On ne relance pas une centrale nucléaire comme ça du jour au lendemain. Donc ça veut dire que si on décide, et qui est un vrai sujet et qui s'entend, et je le partage en partie, mais si on décide de se couper du gaz russe, on rentre dans un moment où il va falloir choisir, faire des priorités. Qu'est-ce qu'on coupe ? Qu'est-ce qu'on utilise ? Qu'est-ce qui est prioritaire ? Le chauffage. Et on en parlera justement dans la... Bon paix. Tcha, tcha, tcha. Et où les vis-à-vis? Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que... Les choses se compliquent, les amis. Les choses se compliquent en Europe. Les choses se compliquent même dans le monde, les amis. Pourquoi? Parce que avec ce qui se passe en Ukraine, il y a des répercussions sur tout le monde. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de pays qui dépendent de l'Ukraine pour plusieurs choses. Il y a beaucoup de pays aussi qui dépendent de la Russie pour plusieurs choses. Vous avez entendu ce que la dame vient de dire. Vous avez entendu? Elle dit maintenant, si ça s'est dit, les gens vont devoir utiliser le charbon. Parce qu'il y aura problème de gaz. Donc, on ne peut pas chauffer les maisons. Ceci, cela. C'est compliqué ce qui se passe. C'est compliqué, les amis. Cette histoire-là. Ouh, mon Dieu. En tout cas, écoutez. Vraiment, il va falloir... Les choses vont augmenter à tous les niveaux. La nourriture va augmenter, l'essence va augmenter, le gaz va augmenter. C'est-à-dire que tout va augmenter. Donc, moi, je me dis, pour le moment, là, en tout cas, si tu penses que toi, tu as un peu d'argent, là, essaie de faire un peu d'achat, mais là, parce que dans quelques jours, dans quelques semaines, tout va augmenter. Tout va augmenter. Donc, c'est le moment quand même d'essayer de faire quelques provisions pour mettre là. Parce que on ne sait pas ce que demain nous prépare. On ne sait vraiment pas ce que demain nous réserve, les amis. Donc, je vous laisse écouter un peu le débat là et sur l'Ukraine, sur la Russie, tout. Je vous laisse écouter un peu ce qui s'est passé hier là. Ok? À tout à l'heure. Courage. Bye bye. L'Europe qui est trop dépendante pour se défendre, mais qui est aussi trop dépendante en matière d'énergie. Ça, Emmanuel Macron l'a rappelé aussi hier soir. Ça va être compliqué à court terme de se passer du gaz russe, on l'imagine. C'est un choc énorme. Voilà. J'ai toujours bataillé au Parlement européen contre Nord Stream 1 et 2, pour des raisons environnementales et géopolitiques. Parce que ça nous mettait en danger. Et l'Allemagne et un certain nombre de politiques allemands ont une responsabilité majeure dans ce domaine. Oui, c'est dur de se débarrasser on en dépend à 50%. Certains pays en dépendent à 100%. Si on se passe du gaz russe, aujourd'hui, il faut se rendre compte que c'est un choc qui n'est pas celui du choc pétrolier. C'est au-delà. Parce que le choc pétrolier, on était beaucoup moins dépendants et consommateurs des énergies fossiles. Là, on a une vraie augmentation de la consommation des énergies fossiles. Donc, ça veut dire... tous les pays ne sont pas exposés de la même manière. Non, on a des pays à l'Est qui vont dépendre à 100%. La France, on est autour, en fonction des études, entre 17 et 23. L'Allemagne, beaucoup plus. Mais on est tous dans le même bateau, en fait. Et il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, et même si je suis totalement opposée au gaz, on est dans une situation vraiment très compliquée et il nous faut à minima un plan Marshall pour mettre en place des renouvelables tout de suite. On n'arrivera pas à compenser, à mon sens, la coupure du gaz russe par de l'importation. Il faut savoir 70% du gaz, ça arrive par des gazoducs. 30% par bateau. Donc, on n'arrivera pas, en fait, à compenser totalement, même si on fait une diversification. Ça veut dire qu'il va falloir probablement avoir recours au charbon. On n'arrivera pas à relancer certaines centrales qui étaient en train d'être arrêtées. On ne relance pas une centrale nucléaire comme ça du jour au lendemain. Donc, ça veut dire que si on décide, et qui est un vrai sujet et qui s'entend, et je le partage en partie, mais si on décide de se couper du gaz russe,
on rentre dans un moment où il va falloir choisir, faire des priorités. Qu'est-ce qu'on coupe ? Qu'est-ce qu'on utilise? Qu'est-ce qui est prioritaire? Le chauffage. Et on en parlera justement dans l'ampleur. Regardez tout de suite ce reportage de nos envoyés spéciaux sur place. Pour sortir de Kiev, seules quelques routes sécurisées, loin de la puissance de frappe des Russes. Les barrages sont nombreux. Les Ukrainiens sur leur garde. Derrière moi, vous pouvez le voir, de longues files d'attente, des voitures qui attendent de passer, car il y a des barrages sur toutes les routes d'Ukraine. Mais ces Ukrainiens n'ont pas eu le choix que de quitter leur maison pour aller soit à l'étranger ou dans des zones où il n'y a pas encore de combat. On va écouter tout de suite Vladimir Poutine, le président russe, qui s'est exprimé tout à l'heure, il y a un peu plus d'une heure. Vladimir Poutine qui estime que son plan se déroule comme prévu. Chers camarades, je tiens à dire que l'opération militaire spéciale se déroule strictement dans le respect du calendrier, selon le plan. Tous les objectifs fixés sont atteints avec succès. Mais ce qui inquiète évidemment ce matin, eh bien, c'est la proximité des frappes. Et pour bien comprendre la géographie des lieux, regardez, on a essayé voilà, c'est celle-ci. Le point jaune que vous voyez sur cette carte, c'est la caméra de vidéosurveillance qui a donc filmé les images que vous venez d'apercevoir. La zone en jaune, c'est probablement la zone où ont lieu ces frappes, et on le voit, elles sont situées à seulement quelques mètres de ces fameux réacteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Russes savaient ce qu'ils faisaient, puisque les chars sont équipés de viseurs thermiques. Alors tout cela évidemment est calculé. C'est une manière pour les autorités russes d'accentuer la pression dans une zone où les soldats russes progressent, puisque nous sommes au sud du pays. On va la revoir, cette carte de l'Ukraine. La centrale de Zaporijia, vous le voyez, elle est située plutôt dans le sud du pays. Elle est en fait au milieu de ce fameux axe Donbass-Crimée, un axe que les soldats russes espèrent relier. La centrale est également au bord du fleuve Dniepr, qui lui aussi est stratégique. Oui, et qui coupe l'Ukraine en deux. Merci Nivine pour ces explications. Alors on a compris qu'aucun équipement essentiel n'avait été touché, les tirs étant ciblés, maîtrisés par Moscou, mais frapper une centrale nucléaire, c'est quand même un message terrible que Vladimir Poutine envoie ce matin. Il faut prendre un petit peu de recul. Il y a 2 jours, les Russes ont essayé de prendre cette centrale, et puis il y a une résistance de la population, même du personnel de la centrale, que l'on a vu sur certaines images se mettre devant l'avancée des Russes. Les Russes étaient donc tout autour de cette centrale, mais n'arrivaient pas à en prendre le contrôle. Ils ont donc profité cette nuit que la centrale soit vide, parce qu'il n'y a aucune victime civile, il faut aucune victime dans cette attaque. Et ils ont donc profité de la nuit pour pousser leur avantage. Et ce matin, les dernières informations que nous avons sont qu'ils sont, ça y est, ils sont entrés donc bien sur la centrale, ils en ont pris le contrôle. Pourquoi est-ce si important pour les Russes? Leur intérêt n'est évidemment pas de déclencher un incident nucléaire, parce que vous vous rendez bien compte que l'incident nucléaire, il touchera autant les Ukrainiens que les Russes eux-mêmes. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de prendre le contrôle de cette centrale qui fournit en électricité plus de 20% du pays. Et c'est vraiment ça qui est important. Ils sont en train, les Russes, de remonter de Crimée, d'essayer de prendre possession du Dniepr. Et le Dniepr, sur ce fleuve, il y a des centrales donc nucléaires tout autour, et des barrages aussi électriques. Et le but, c'est vraiment de contrôler l'électricité et de priver la population ukrainienne de cette électricité, de la priver de chauffage. On est dans une stratégie de siège. Ce sont des objectifs stratégiques, ces centrales. Et là-dessus, on le voit bien ce matin, eh bien Vladimir Poutine a réussi, puisque maintenant, aujourd'hui, il est maître de cette centrale de Zaporijia. C'est donc un objectif militaire stratégique dans la conquête du pays, Général Trinquant? Bien sûr. L'objectif militaire est de pouvoir contrôler la production d'électricité de façon à distribuer l'électricité à qui on veut et à la couper à qui on veut pas, en particulier dans l'encerclement des grandes villes. C'est une centrale très importante. Donc, comme cela vient d'être expliqué, elle a essayé de la prendre une première fois. Les moyens utilisés par les Russes, c'est quoi? Ce sont des chars,
parce que la nuit, ils ont des visions thermographiques, donc ils voient très bien et savent très bien disséminer là où ils peuvent tirer, pas tirer. Deuxièmement, un char, ça tire dans une fenêtre d'1 mètre sur 1 mètre, vous voyez, à peine. Donc c'est du tir de précision. Donc si vous voulez, il faut différencier ça d'un tir d'artillerie qui aurait pu effectivement être dangereux parce qu'il aurait pu tomber un peu à côté, même si aujourd'hui l'artillerie est plus précise. Mais c'est les moyens qui ont été dédiés à la prise de la centrale, c'est d'une certaine façon pour la contrôler, mais non pas pour créer un incident. En revanche, il y a eu un incendie, c'est vrai, et l'incendie est maîtrisé maintenant. Les Russes tiennent la centrale et vont pouvoir contrôler, puisqu'on est dans la phase aujourd'hui, si vous voulez, de saisie des villes. On parlait d'Odessa tout à l'heure, mais la saisie des villes, ça veut dire quoi? Pour les prendre le plus vite possible, j'allais dire d'une certaine façon, on coupe l'électricité, on coupe l'eau, on crée des couloirs humanitaires. La fameuse négociation d'hier, en fait, c'est une manœuvre militaire. Hein. On crée des couloirs d'évacuation humanitaire, la population sort, on place les forces comme on peut le prendre, et ensuite on saisit les villes. Vous voyez, Odessa, moi j'ai des informations directes d'Odessa, il n'y a plus de carburant, on ne peut plus retirer d'argent, on ne peut plus se nourrir. La population, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a plus d'eau, plus d'électricité. Les maires de la ville qui vient d'être prise hier soir annonçaient qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de contrôler avec les Russes de façon à ce que tout se passe bien dans la ville. Donc on est vraiment dans la phase de saisie des territoires au sud. Peut-être revoir la carte pour bien comprendre en fait quelle est l'avancée stratégique de l'armée russe dans le sud. Exactement, c'est pour ça que je pense qu'il faut être très très prudent. La centrale nucléaire. Voilà. L'invasion russe est en train d'atteindre ses objectifs en reliant le Donbass au sud, la Crimée, la mer d'Azov est devenue russe, la mer Noire va devenir russe quand Odessa sera pris et ira jusqu'au bout. Et là, en fait, l'Ukraine utile, avec les mines, la fourniture de céréales et les ports pour l'exportation, sera entre les mains des Russes. Et ensuite, la seule question qui reste, c'est Kiev. Parce que Kiev, c'est un objectif stratégique pour renverser le pouvoir. On y reviendra, ça sur Kiev, la capitale. Mais donc l'offensive russe fonctionne, comme le dit le président Poutine, d'une certaine façon, fonctionne comme... Selon le plan. Il suit son plan. Allez-y, Myriam Delcraft. Oui, moi je voudrais compléter quelques éléments sur cette centrale. Moi, ce qu'il faut quand même dire, c'est que les Ukrainiens ont un peu joué avec le feu et les Russes ont montré qu'ils n'avaient pas peur, y compris du symbole et d'image que ça allait envoyer. Et ils ont, à mon avis, manié avec précision le feu de leurs chars, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois capables de faire des dégâts, des dommages collatéraux. On l'a vu avec les fameuses thermobariques, qui sont des armes quand même hyper destructrices. Et là, en l'occurrence, ils ont fait évidemment des tirs précis et les Russes n'avaient évidemment aucun intérêt à toucher les éléments vitaux de cette centrale. Mais en revanche, le message envoyé est très clair, y compris ici, chez nous. Nous ne reculerons pas, nous ne reculerons devant rien pour prendre les points clés du terrain. Nous n'avons pas peur. Et vous voyez, et donc on était capable d'aller jusqu'au bout et on maîtrise ce qu'on fait. Donc là, le message est très clair et je crois qu'il est directement envoyé effectivement à la fois aux Ukrainiens et à la fois aux Occidentaux. Donc c'est à la fois une opération militaire plutôt subtile et en même temps une opération de communication stratégique très claire et le message est très très précis. Et il faut réintégrer ce message dans le dialogue stratégique que les Russes ont entamé, ont ouvert avec les Américains en particulier sur la question nucléaire. À mon avis, tout ça c'est lié et c'est pas fortuit. Il avait déjà prévenu hier avec son coup de fil avec Emmanuel Macron. Là, on a la preuve ce matin. Il est déterminé, si vous voulez, autour de ce plateau, il y a beaucoup de talent et d'expertise pour rationaliser la situation. Mais quand même, on passe à 2 doigts d'une catastrophe majeure. Moi, je veux bien que le tir ait été très précis, mais enfin, il est à une centaine de mètres de réacteurs nucléaires. Notre expert, dans un instant, va nous dire quels sont les dangers réels. Mais le message politique est terrible. Le message politique, moi, si vous voulez, le message politique, je m'en moque un peu. Il y a 2 messages. Ça veut dire que j'ai la capacité de déclencher une guerre nucléaire, c'est déjà énorme. La première folie, c'est celle des hommes d'avoir construit des centrales nucléaires, parce qu'on voit bien que quand la guerre saisit les territoires, il peut se... C'est un autre débat, monsieur. Oui, c'est un autre débat. Mais là, vous mélangez tout. Excusez-moi, vous mélangez tout. J'ai le droit de tout mélanger. Moi, je vous ai laissé parler. Vous n'avez rien mélangé. À mon avis, je peux aller jusqu'au bout. Vous donnez de la confusion dans je peux aller jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut être certain... Mais on est là pour débattre.
Oui, Bien sûr. oui, mais vous parlez, je parle, et une fois que j'ai fini, vous reprenez, et moi je mélange tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les militaires ont fait une frappe précise. Mais enfin, quand on frappe à une centaine de mètres des réacteurs, ça fait quand même un peu froid dans le dos, parce que ça c'est sûr. Mais un jour, ah ben voyez que nous sommes d'accord si vous me laissez aller jusqu'au bout. La deuxième chose, c'est quand même la folie de Vladimir Poutine. La folie. Vous dites qu'il est prêt à tout, bien sûr qu'il est prêt à tout. C'est effectivement la centrale la plus importante d'Europe. On le disait pour que vous vous rendiez compte, elle devance tout juste celle de Gravelines dans le nord de la France. Alors cette centrale, vous le voyez, elle se situe donc dans le sud du pays, dans la ville d'Enerodar. Vous allez beaucoup entendre cette ville dans les prochains jours. Zaporijjia, donc c'est 6 réacteurs nucléaires sur les 15 que compte le pays en tout, à elle seule, pour que vous vous rendiez compte. Voilà, vous le voyez, elle assure 20% de l'électricité du pays. Ça représente à peu près, elle peut fournir de l'électricité à environ 4 millions de foyers. Donc effectivement, c'est colossal. À elle seule, vous le voyez, elle produit près de la moitié de l'énergie nucléaire du pays. Donc effectivement, c'est une centrale nucléaire extrêmement importante. Un point à préciser, parce qu'il faut quand même l'avoir en tête, quand la construction de cette centrale a commencé, c'était en 1979, à l'époque où l'Ukraine faisait encore partie de l'URSS. Donc c'est un élément important à avoir en tête dans cette guerre. Donc avec cette seconde prise après Tchernobyl, eh bien, les Russes resserrent un peu plus l'étau autour des Ukrainiens en ayant justement en main cette possibilité de les priver d'électricité. Alors on parle de cette centrale, mais au-delà, Jade, c'est une puissance nucléaire très importante, l'Ukraine. L'Ukraine, oui, c'est la 8e puissance mondiale nucléaire. Donc effectivement, c'est une puissance nucléaire extrêmement importante. Vous allez voir cette carte. En tout, il y a, voilà, vous la voyez, en tout, il y a 4 centrales nucléaires en activité en Ukraine, 2 dans le nord-ouest, Tchernobyl, mais je n'en parle pas, 2 dans le sud. 15 réacteurs en tout. On va se concentrer justement sur cette zone du sud-est de l'Ukraine. Alors il y a Zaporijjia, effectivement, on en a parlé, désormais aux mains des Russes, mais il y a aussi une autre centrale nucléaire, la centrale nucléaire du sud, aussi appelée Konstantinovka. Cette centrale, elle est importante, elle est à 180 km de Kherson. Kherson, vous le savez, pris par les Russes hier. Cette centrale, elle dispose de 3 réacteurs, donc si on les additionne à ceux de Zaporijjia, eh bien, à elles deux, elles ont près des 2/3 des réacteurs du pays. Donc on ne peut pas nier la situation géographique qui représente un risque de ces deux centrales quand on connaît la vitesse de progression des forces russes dans toute cette zone du sud. Donc on le répète, le but n'est pas de cibler bien évidemment les centrales, il faut essayer autant que possible de rassurer nos téléspectateurs, mais d'en prendre le contrôle pour justement avoir entre les mains cette force de dissuasion, de priver les Ukrainiens d'électricité et de faire des choses bêtes, recharger son téléphone par exemple, regarder la télé, et donc avoir une arme de communication entre les mains, encore une fois. Merci Jade. On a envie de vous entendre, Ludovic Dupin, parce que il y a cette frappe qui est extrêmement inquiétante, mais elle a été précise. Alors quels sont les dangers réels après les tirs qui ont eu lieu cette nuit? Alors effectivement, la situation est grave, c'est une première mondiale. Après, on n'est pas passé à côté d'un accident nucléaire, loin de là, puisqu'il y a beaucoup de bâtiments auxiliaires autour d'un réacteur. En l'occurrence, cette centrale qui comporte 6 vivères. Il y a aussi des dizaines de bâtiments auxiliaires qui n'ont pas de matière radioactive, qui n'ont aucun danger sur le fonctionnement de la centrale. En réalité, ce n'est pas la première fois qu'une centrale se trouve en zone de guerre. C'est déjà arrivé dans les années 90 en Yougoslavie. Et ça a permis à tous les opérateurs européens de se poser des questions sur « mince, il y a un jet qui est passé au-dessus de cette centrale, et qu'est-ce qui aurait pu se passer ?» Donc il y a beaucoup de mesures qui ont été mises en place, beaucoup de recommandations qui ont été faites, notamment celle de faire fonctionner les réacteurs à basse puissance dans des zones de conflit, ce qui est le cas là, parce que sur les 6 réacteurs que vous avez évoqués, il y en a un qui est en maintenance, voilà, 4 qui ont été mis à l'arrêt, et il y en a un qui est en fonctionnement réduit. Alors pourquoi en fonctionnement réduit pas arrêté, je ne saurais pas le dire, sans doute pour des besoins locaux, ou même peut-être pour l'armée russe. En tout cas, à basse puissance, ce sont les recommandations pour qu'un accident nucléaire soit presque impossible, minime. Et après, même si un bâtiment réacteur se faisait éventuellement touché par un missile directement, et s'il se faisait, dans le pire des cas, éventré, je ne connais pas la puissance des armes, il y a encore beaucoup d'enceintes à l'intérieur du bâtiment. Il y a encore la cuve, les bâtiments auxiliaires qui sont dans le bâtiment, donc il y a encore beaucoup d'étapes à passer. Donc on est vraiment passé très loin d'un accident. En revanche, c'est ça qu'on a envie de comprendre, en fait, les différentes couches, parce que jusqu'où il faudrait aller, enfin c'est pas un souhait, mais pour commencer à endommager un réacteur nucléaire. Déjà, tous les bâtiments qui sont en dehors de la chaudière, vous savez, le gros bâtiment rond qu'on voit généralement, tous les autres bâtiments qui sont les bâtiments auxiliaires ou la turbine, on peut taper dedans, il n'y a pas de problème, tant qu'on a toutes les redondances qu'il faut pour refroidir, pour apporter l'électricité. Comme l'ont dit les Russes, sur ce genre de réacteur-là, sur chaque réacteur, il y a plusieurs bâtiments qui sont redondants pour apporter de l'eau et de l'électricité pour maintenir son fonctionnement. Il y a également des systèmes de contrôle-commande. Vraiment, le danger, c'est de venir taper dans le bâtiment réacteur, vous savez, ce gros bâtiment rond avec les enceintes de béton, qui sont des bunkers, en fait.
Et là, on a fait des tests, vous savez, à l'époque des attentats de New York, on a regardé si les réacteurs pouvaient résister à des chutes d'avions. En l'occurrence, les VVER, donc les réacteurs de technologie russe, sont, on nous dit, capables de résister, comme les réacteurs français d'ailleurs, à des chutes de gros porteurs. Je ne sais pas quelle est la puissance d'un missile ou d'un char en comparaison, mais vraisemblablement, il y a une très forte résistance. Et même si cette enceinte en béton est percée, et même si cette enceinte en béton est transpercée... Mais ça veut dire quoi résister à une chute d'avion? Pardon, je vous pose une question un peu de BOCN, c'est vous le spécialiste. Dire qu'un avion pourrait s'écraser sur un réacteur sans que ça l'endommage? Exactement. Exactement. Il faut aller jusque-là.